Donc, encore une fois, je dis bonjour, bonjour, bonsoir. Tout dépend du fuseau horaire parce qu'il y a des gens qui ne sont pas en Haïti et qui sont en France également, qui étudient. Et bonjour, Muralda, bonjour, Femme Luc Besançon. Donc, encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation et à partager avec nous quelques échanges et à partir de, de ce thème, du thème de ce matin. Donc, je fais place à mon co-host, Elimur Aldanaïka, qui est actuellement en France, qui fait une master 2 en sciences du médicament. Donc, ça peut arriver dans la vie que vous vous croisez en plein Paris. Donc, bonjour Miralda. Bonjour tout le monde, bonjour Samras, bonjour famille de Besançon. Comme l'a dit mon collègue pharmacien, je suis Narada Narikaeli et je suis pharmacienne diplômée d'Haïti. Et actuellement, je suis en France depuis 2 ans et pour mon master en sciences du médicament. Et actuellement, je suis en dernière année à l'Université Paris-Saclay. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin ou ce soir pour cette présentation. J'espère que ça va être une très belle présentation. Super, top, enchanté d'être avec vous tous. Donc, je pense que le parcours et le CV de M. Besançon est rempli. Donc, je laisse la place à M. Besançon de se présenter parce que Bon. quand je lis le parcours, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est inspirant, c'est inspirant. C'est inspirant. C'est inspirant. Bon. Donc moi je m'appelle Luc, je suis pharmacien, comme j'imagine la plupart d'entre vous. J'ai fait mes études à Dijon, en France, puis après j'ai fait une année au Québec d'études. Et puis ensuite, j'ai fait un master en affaires publiques. Donc les affaires publiques, c'est tout ce qui relève des relations avec le gouvernement. Pendant quelques années, pendant 4 ans, j'ai travaillé à l'Ordre des pharmaciens. Donc en France, c'est la structure où tous les pharmaciens doivent être inscrits pour pouvoir exercer en officine ou à l'hôpital. Puis après, j'ai été pendant 10 ans à l'Association mondiale des pharmaciens qui s'appelle la FIP, dont un peu plus de 5 ans en tant que leur directeur général. Et puis, depuis maintenant un peu plus que 3 ans, j'ai travaillé avec ce qu'on appelle une organisation professionnelle, c'est-à-dire on représente les entreprises qui fabriquent des produits de premier recours. On vous expliquera un petit peu plus en détail tous ces éléments. Puis entre tout ça, j'ai fait un petit peu de contrat avec l'Organisation mondiale de la santé, puis avec plein d'autres activités. Voilà, en quelques mots. Merci, professeur, merci. Donc, en fait, disons que nous disons encore une fois bonsoir, bonjour à tout le monde ici présent. Donc, ensemble avec le pharmacien Luc, on va discuter, on va partager quelques notions sur le thème post-Covid. Quel est l'avenir pour les produits de première ligne ou en santé. Donc, Monsieur Luc, donc la place est à vous maintenant. Super. D'accord. Alors, ce que je vous bien sûr, comme c'est plutôt dans le cadre de mon expérience en France, alors il y aura peut-être des éléments qui seront un petit peu différents ou pas, qui s'appliqueront pas forcément en Haïti ou partout ailleurs. Mais donc voilà, ce que je vous propose, c'est peut-être un petit plan pour savoir un petit peu, puis à l'issue de chacune des parties, si vous avez des questions brûlantes, on pourrait les prendre. Et puis sinon, on pourra avoir un moment d'échange tout à la fin. Ok. Donc, en première partie, vous voyez bien les diapositives? Juste pour vérifier. Parfait, super. Donc en fait, on commence déjà peut-être. Qu'est-ce que c'est que les produits de premier recours? Alors pour nous, les produits de premier recours, c'est en fait 3 types de produits qui sont en anglais qui s'appellent self-care product et qui sont en fait les médicaments qu'on peut obtenir sans ordonnance de façon légale, c'est-à-dire les médicaments de prescription médicale facultative. Vous allez souvent en entendre parler dans ma présentation en tant que PMF. On a ensuite les dispositifs médicaux grand public qui sont très variés, qui peuvent être du sérum physiologique au préservatif, au spray nasaux pour se nettoyer le spray, mais aussi des thermomètres, voire aussi des autotests, et puis les compléments alimentaires. Donc je vais faire une petite description du cadre général de l'ensemble de ces produits pour que vous voyez un petit peu ce qu'il en est pour la France. C'est assez similaire dans les autres pays de l'Union européenne et sans doute peut-être un peu différent en Haïti. Donc voilà, ça vous permet aussi de comprendre. Donc en fait, en France, on a
l'Agence du médicament, donc l'autorité qui est en charge de toute la gestion des médicaments, qui s'appelle l'ANSM, qui va définir des médicaments et qui va les classer entre ce que des médicaments peuvent être sur ordonnance, doivent être uniquement sur ordonnance ou peuvent être Excuse-moi, accessibles sans excuse-moi, ordonnance. professeur. Excuse-moi. Oui, Et nous demandons à tout le monde d'éteindre leur micro parce que ça cause du bruit. Wilkins, éteins ton micro. D'accord. parfait. Merci. 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 Donc, juste peut-être pour rappeler qu'en fait, au niveau de la France, le cadre réglementaire, c'est-à-dire la loi qui va gérer ces médicaments de prescription médicale facultative, elle est d'abord établie au niveau européen et ensuite un peu ajustée au niveau français. Et un autre élément qui est important, qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays de l'Union européenne, c'est que les médicaments de prescription médicale facultative relèvent du monopole pharmaceutique, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être vendus en pharmacie, que vendus en pharmacie. L'Agence du médicament, en fait, elle définit un certain nombre de ce qu'on appelle des situations cliniques, c'est-à-dire des problèmes de santé pour lesquels on peut estimer que des médicaments de prescription médicale facultative peuvent être tout à fait adaptés. Et donc, c'est à partir de cette liste d'indications, de pathologies ou de situations cliniques que l'on va pouvoir dire, ben voilà, je demande à ce que mon produit, en tant qu'industriel, soit accessible sans ordonnance. Alors, le prix des médicaments en France, il y a deux grands types d'éléments. Donc, c'est pas parce que vous êtes un médicament sans ordonnance que que vous ne pouvez pas être Excusez-moi, remboursé. Oui. pharmacien Luc, Mhm. je voulais vous demander si vous êtes en train de passer les slides parce que Oui, on tout voit à fait. Alors, ça marche pas. Alors, attendez. ça On marche va, on pas. va. Alors, c'est parfait. J'ai justement. Alors, on va essayer de voir Ok. comment on fait. On va faire ça, je pense que ça sera plus simple. On va faire. Hop. Et normalement, si je reviens, vous devriez tous les voir. J'en suis là au prix TTC, no, prix et TVA. Vous voyez bien cette diapositive à l'écran? Oui, puis, Maintenant, c'est oui, bon. puis TVA. Parfait, Oui, excusez. d'accord. Voilà, super. Donc en fait, il y a deux types de... Les prix en France des médicaments, lorsque le médicament est non remboursable, le prix est libre, c'est-à-dire que le laboratoire pharmaceutique peut le vendre à n'importe quel prix aux pharmacies, et les pharmacies aussi peuvent le vendre à n'importe quel prix auprès de leurs patients. Ces prix qui sont libres, ces médicaments non remboursables, peuvent aussi faire l'objet d'une publicité auprès du grand public avec un visa, c'est-à-dire une autorisation préalable de notre agence du médicament. Et puis la deuxième catégorie, c'est des médicaments qui peuvent être remboursés par l'assurance maladie, c'est-à-dire par notre caisse de sécurité sociale, je ne sais pas quel est le terme que vous utilisez en Haïti, et ces médicaments sont remboursés s'ils sont prescrits. Et donc dans ce cas-là, le prix, en fait, est un prix négocié entre l'État et le laboratoire à travers un dispositif un peu complexe, je ne vais pas m'étaler dessus, mais ce prix en fait implique que le prix est identique dans toutes les pharmacies. Donc, et par rapport à tous ces médicaments, on a aussi une troisième petite catégorie, une sous-catégorie dans les médicaments de prescription médicale facultative, qui a été créée en 2017 et 2008, ce qu'on appelle des médications officinales, c'est-à-dire des médicaments qui peuvent être devant le comptoir des pharmaciens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient peut les prendre, regarder la composition, éventuellement aussi plus facilement avoir accès à leur prix. Par contre, à tout moment, à l'issue de cette présélection faite par le patient, le pharmacien va ensuite valider la pertinence de ces produits. Donc l'agence du médicament, là aussi, elle décide quels sont les médicaments de médication officinale qui représentent à peu près 35% de l'ensemble des médicaments. Et c'est pas parce qu'un médicament est de médication officinale qu'il doit obligatoirement être placé devant le comptoir, même si on sait qu'actuellement, à peu près 55% des pharmacies en France ont un espace qui permet d'avoir ce libre accès avec un ou de très nombreuses catégories de médicaments. Donc ça, c'est pour la partie médicaments. La deuxième partie, si vous vous rappelez, on avait parlé du dispositif médical. Alors le dispositif médical, c'est un autre type de produit de santé. Et en fait, il vise avant tout à prévenir, contrôler, traiter ou atténuer une maladie ou un handicap. Alors vous allez me dire comment, en quoi ça change par rapport à un médicament. En fait, c'est surtout au niveau du mode d'action. Le médicament est défini avec son mode d'action comme une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, alors que le dispositif médical est avant tout physique et principalement mécanique, son mode d'action. Alors c'est pour ça que je vous ai parlé d'un certain nombre de ces
type de produit. Par exemple, le préservatif, c'est une action physique puisque ça évite notamment qu'il y ait des contacts entre le sperme et d'autres parties du corps. Vous allez avoir le spray nasal où finalement en diffusant de l'eau, par exemple, ou des sérums physiologiques, eh bien, on va avoir une action physique, il n'y a pas forcément une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Alors, le modèle du dispositif médical, c'est un modèle qui, pour la plupart du temps, va nécessiter d'avoir une évaluation par ce qu'on appelle un organisme notifié, c'est-à-dire que c'est une structure privée qui va en fait vérifier que ce produit est conforme à la réglementation européenne en particulier. Et lorsque ce produit est conforme, il va ensuite donner ce qu'on appelle un marquage CE, qui va ensuite devoir figurer sur les produits. Ces prix sont pour la plupart libres, et même si certains ont parfois des prix maximum remboursés, avec des taux de TVA très différents, et les dispositifs médicaux, par principe, ne font pas partie du monopole pharmaceutique. C'est-à-dire qu'on peut acheter n'importe où des dispositifs médicaux. Par contre, c'est vrai que, de par leur spécificité, les patients vont plutôt préférer d'aller en officine pour les acheter, ce qui explique que plus de 75% des dispositifs médicaux grand public sont vendus en pharmacie actuellement. Enfin, les compléments alimentaires, c'est des produits alimentaires qui ont des propriétés nutritionnelles ou des effets physiologiques. Et en fait, on va avoir avant de mettre sur le marché, on va devoir notifier ces nouveaux produits auprès de la Direction générale de l'alimentation, qui relève chez nous du ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture. Et les allégations, c'est-à-dire pouvoir dire va contribuer à ou etc., sont en fait validées. Donc vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelle allégation, vous êtes obligé soit d'utiliser une allégation qui est validée au niveau européen, ou sinon une allégation, une ou plusieurs allégations qui sont autorisées en France. Le prix de ces compléments alimentaires est lui aussi libre. Un taux de TVA, donc c'est une sorte de TVA de taxe sur la valeur ajoutée, qui est une taxe sur tous les produits, est un petit peu plus bas. Et puis par contre, là aussi, c'est en dehors du monopole pharmaceutique, avec toutefois l'officine qui représente plus de 50% du marché des compléments alimentaires. Donc je vais faire une petite pause à ce stade pour voir si vous aviez des questions, si c'est très clair ou si c'est à peu près clair ce que je vous ai présenté à ce stade. Oui, ça va, ça va. Ça a l'air bon, parfait. Alors, le deuxième partie, finalement, c'est de se dire quelle est la place du premier recours dans les missions de la pharmacie. Alors, ça, c'était un travail que j'avais fait il y a quelques années, qui essaie d'expliquer un petit peu comment est-ce que la pharmacie se positionne par rapport au système de santé. Normalement, vous devriez voir mon curseur. Donc, vous avez le patient au centre, et le patient, quand il va décider de son parcours de soins, il va décider soit d'aller d'abord chez un médecin, sur la partie verte, ou il va commencer son parcours de soins en officine dans la partie verte, la partie bleue ou la partie verte, ou sinon orienté vers un autre professionnel de santé, que ce soit une infirmière, un kiné ou autre. Lorsque le patient va aller en officine, le pharmacien va d'abord faire une évaluation professionnelle, c'est-à-dire se dire quel est le problème, est-ce que je peux le traiter ou pas. Si je ne peux pas le traiter, eh bien, je vais aller rediriger vers un médecin. C'est la partie numéro 5. Si le patient a un problème de santé que le pharmacien peut traiter, il va pouvoir soit uniquement faire de la prévention ou des conseils de l'éducation, donc dans ce cas-là, ça sera la partie 1, ou sinon, il va faire des traitements de très courte durée qui vont inclure souvent aussi des activités de dispensation. Et puis parfois, ces traitements de courte durée, c'est le cas par exemple sur le sevrage tabagique, pour le premier recours, va en fait être associé à des services pour améliorer l'observance et in fine pour améliorer les résultats de santé. Donc en fait, le premier recours, c'est lorsque finalement un patient, dans son parcours de soins, que ce soit un parcours de soins ou un parcours de prévention, va décider dans un premier temps d'aller en pharmacie et que finalement la pharmacie devient la porte d'entrée dans le système de santé. Finalement, ce qu'on voit au niveau des missions et de l'évolution des missions au niveau international, c'est qu'on a deux grandes missions de la pharmacie. La première, c'est finalement ce que je vous disais, c'est-à-dire cette porte d'entrée dans le système de santé. Et puis la deuxième, c'est l'accompagnement chronique, l'accompagnement des patients chroniques qui sont généralement, qui relèvent plutôt d'une prescription par un médecin. Donc, la première partie, finalement, l'objectif de ce premier recours, c'est de résoudre un problème aigu de santé ou bien le prévenir. Et puis, bien sûr, si besoin, le réorienter
vers le système de santé, vers un autre professionnel de santé lorsque c'est pertinent, soit parce que le pharmacien a des doutes, soit parce que le pharmacien n'a pas à sa disposition les outils pour pouvoir prendre en charge ce cas. Le type de format, c'est-à-dire les actions qui peuvent être faites, c'est souvent un assemblage à la fois de produits de santé de premier recours, ça peut être médicaments et ou compléments alimentaires et ou dispositifs médicaux. Ça va être des services, et parmi les services le plus important, le conseil, mais on va avoir aussi d'autres types de services que l'on pourra développer un petit peu plus tard. Et puis un élément de suivi. Dans certains cas, certaines pharmacies, c'est le cas par exemple en Suisse ou dans d'autres pays, vont après 3 jours redemander ou reprendre contact avec le patient pour demander si le problème de santé qui avait conduit le patient à aller en pharmacie a été résolu grâce au mix de produits et ou de services et de conseils hygiéno-diététiques. Donc ça, c'est la première partie, celle qui est l'objet principal de cette présentation. Et puis juste peut-être pour information, pour compléter cette vision, finalement la deuxième grande mission, c'est un accompagnement des patients chroniques avec 2 objectifs principaux. Améliorer l'adhésion des patients, c'est un vrai problème, vous savez que plus de 50% des patients ne sont pas observants à leur traitement, et puis optimiser le traitement, que ce soit optimisé en relation avec le médecin, soit optimiser le traitement pour éviter que le patient ait trop d'effets indésirables, par exemple. Et donc les formats, ça va être au-delà d'une activité de dispensation régulière, des interventions ponctuelles qui peuvent avoir lieu au moment du début du traitement de ce traitement chronique ou lorsqu'on a identifié un problème de santé. Et puis tout au long de ce traitement chronique, un soutien au long cours. Donc ça, c'est pour faire simple, les 2 grands axes et les 2 grandes missions, les 2 grandes familles de missions qui sont faites dans les pharmacies au niveau international. Et on voit de plus en plus le développement de nouveaux services, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Alors, quand on parle des maux du quotidien ou de premier recours, ça veut dire quoi? En fait, c'est une étude qu'on avait faite en 2022 auprès de à peu près 2000 personnes. Et ce qu'on avait vu, c'est qu'en moyenne, 87% des Français disaient qu'ils ont souffert au moins d'un mot du quotidien, d'un mal du quotidien, et qu'en moyenne, chaque Français avait plus de 5 maux du quotidien par année. Donc c'est un volume très très important, et sur lesquels, bien sûr, le pharmacien peut agir si le patient vient en premier lieu en officine, et sinon, le patient peut aussi retourner chez le médecin. Dans ce cas-là, c'est une autre possibilité. Pour traiter finalement ces patients, c'est un petit peu ce que je travaille avec vous, ce que j'évoquais avec vous. Finalement, on a 3 grandes façons de pouvoir accéder à des produits de premier recours. Le premier, c'est lorsqu'on a un problème de santé bénin ou pas grave, on va tout de même aller en consultation médicale. Et à l'issue de cette consultation médicale, le médecin peut avoir tendance à prescrire un ou plusieurs produits de santé qui, de toute façon, auraient très bien pu être dispensés sans ordonnance en officine. Donc finalement, cette consultation médicale, c'est la première porte d'entrée dans une utilisation des produits de premier recours. La deuxième porte d'entrée, c'est ce qu'on appelle un parcours de soins officinal. C'est-à-dire, c'est un moment où le patient va se présenter en pharmacie sans savoir ce qu'il doit demander. Il va juste dire, ben voilà, j'ai mal à la tête, ou j'ai envie d'éviter peut-être d'avoir telle ou telle maladie. Et donc, finalement, le patient se présente avec un besoin. Et là, le pharmacien va faire éventuellement une dispensation lorsque c'est pertinent pour avoir un usage immédiat. C'est-à-dire que le patient, à l'issue de cette dispensation, va utiliser assez rapidement, généralement dans la journée ou dans les quelques heures qui suivent, le produit qui a été dispensé. Et généralement, c'est comme il s'agit des maux du quotidien, plutôt une durée maximum de 3 à 5 jours en général d'utilisation. Et puis le troisième élément, c'est ce qu'on appelle l'automédication, c'est-à-dire lorsque le patient va avoir recours à son armoire à pharmacie, c'est-à-dire une boîte ou une armoire, ou quel que soit le type de contenant, où finalement il va avoir stocké au préalable des produits qu'il a achetés en amont. Donc dans ce cas-là, l'achat en pharmacie est anticipé, et finalement l'utilisation des produits qui sont achetés peuvent avoir lieu plusieurs semaines ou plusieurs mois après l'achat. Et donc c'est vrai que là, ce qui est un élément important, c'est que cette armoire à pharmacie, elle peut certes contenir des produits destinés à être utilisés en automédication, mais il peut aussi y avoir, et c'est aussi ce qu'on peut regretter, parfois des produits de reste d'une ancienne prescription, par exemple des restes d'antibiotiques ou autres, ce qui n'est pas forcément toujours pertinent et ce qui normalement ne doivent pas être utilisés sans ordonnance. C'est le choix
de ces différents parcours et l'utilisation responsable des médicaments en automédication ainsi que les autres produits en automédication implique nécessairement un certain niveau de littératie en santé. Alors, la littératie en santé, on y reviendra un tout petit peu plus tard, mais c'était juste pour vous montrer un exemple. C'était une enquête qu'on avait fait en 2019 et qui disait, ben voilà, quand un patient a une douleur quelque part, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, dans 28% des cas, le patient va aller chez le médecin, puis à l'issue de cette étape, il va pouvoir avoir 34% des cas une disparition des symptômes, et sinon, il va continuer, il va y avoir une persistance, et donc il va aller ensuite chez un médecin spécialiste. Par contre, dans 61% des cas, le patient va traiter son problème sans avis médical. Ça va être soit dans son armoire à pharmacie, soit à travers le pharmacien. Et là, on va avoir, dans 71% des cas, une disparition des problèmes de santé. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est que déjà le patient, en fonction de la gravité de sa douleur ou de la nouveauté de cette douleur, il va parfois aller directement vers une auto-prise en charge ou avec le pharmacie ou vers le médecin, ce qui explique parfois aussi qu'il y a des efficacités un petit peu différentes, parce que souvent, quand on va aller chez le médecin, c'est des problèmes un petit peu plus compliqués. Donc, c'est juste pour vous illustrer que finalement, un parcours de soins, c'est un parcours dynamique pour lesquels on va commencer avec une première partie, puis en cas d'échec, on va se rediriger vers d'autres parcours, que ce soit médecin ou autre professionnel de santé. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la littératie en santé. La littératie en santé, c'est notre agence qui s'appelle l'Agence de santé publique France, qui s'occupe de tout ce qui est santé publique en France, qui a défini ce concept. Et pour faire simple, c'est la motivation et les compétences des personnes, des individus, des patients, à accéder, comprendre, évaluer et utiliser l'information en vue de prendre des décisions concernant leur santé. Donc finalement, cette littératie en santé, c'est un outil, c'est une connaissance et une mise en œuvre de ces connaissances pour que chaque personne, que ce soit vous-même, votre famille ou les patients ou les Haïtiens au quotidien, puissent dire des solutions, puissent agir sur leur santé. Ça veut dire aussi où est-ce que je dois m'orienter, qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les options que je dois faire et les choses que je dois éviter. Et finalement, le pharmacien, sur cette littératie en santé, et de façon plus générale, l'ensemble des professionnels de santé, ont un rôle très important à jouer. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette littératie en santé, elle a généralement deux origines. La première, c'est l'éducation que l'enfant a pu acquérir, et puis les connaissances et habitudes qu'il a pu qu'il a pu acquérir au sein de sa famille. Si au sein de votre famille, vous avez plutôt de la famille dans le monde de la santé, peut-être que vous avez déjà enfant su utiliser tel ou tel médicament, savoir quand utiliser ce produit et quand est-ce qu'il fallait aller regarder, consulter un médecin. Et puis, au fur et à mesure de la vie de l'individu, on va avoir, grâce aux interactions avec les professionnels de santé, une littératie en santé qui va se développer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de conseils avec le pharmacien, le médecin, ça vous permet finalement d'améliorer votre littératie en santé. Et puis, le deuxième élément, c'est à travers vos lectures, à travers aussi les informations qui peuvent être diffusées sur les réseaux sociaux, qu'elles soient positives ou négatives, cette littératie en santé peut être renforcée. Et finalement, l'impact que cette littératie a, c'est finalement pour une personne à l'âge adulte de pouvoir se dire, est-ce que je peux avoir une demande spontanée? Est-ce que je suis confiant dans mon autonomie pour pouvoir me prendre en charge? Et puis aussi, dans une moindre mesure, quelles sont les personnes à qui je vais m'adresser par rapport à cette besoin de santé? Alors, en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, souvent, au début, lorsque c'est la première fois que l'on va avoir un symptôme, on est peut-être plus à même ou plus souvent tenté d'aller d'abord chez le médecin, puis ensuite, dans un deuxième temps, chez le pharmacien. Mais si dès le début de l'enfance, on a pu être bien éduqué sur la santé, eh bien, on va avoir un recours peut-être plus facilité à l'automédication. Donc, ça veut dire que finalement, cette littératie en santé et l'utilisation du premier recours en pharmacie, c'est un continuum de montée en connaissance avec le pharmacien qui va jouer un rôle essentiel sur ces sujets. Alors, je m'arrête juste là parce que si vous avez quelques questions sur ces différents concepts, après j'irai un peu plus en détail et plus précisément par rapport au thème de la conférence de ce jour. C'est tout bon? Et professeur, oui. J'ai une petite remarque. Est-ce que, par rapport au degré de mission, tantôt que vous avez présenté, est-ce que la mission n'a pas. En fait, est-ce que cette mission n'a pas
un plus-value par rapport aux technologies grandissantes, par rapport à l'intelligence artificielle, tout ça. Mhm. Mhm. Alors, en fait, ouais, l'intelligence artificielle, il faut savoir à qui elle est adressée. Alors, dans le cadre, par exemple, si l'intelligence artificielle est adressée aux professionnels de santé, par exemple aux pharmaciens, ça peut être l'occasion pour le pharmacien, en cas de doute, de pouvoir avoir une certitude quant à sa recommandation. On a, par exemple, quelques exemples où par, par même de la téléconsultation ou dans un niveau encore plus important, en termes d'intelligence artificielle, on a parfois des reconnaissances automatiques de certains symptômes. Ça peut rassurer le pharmacien par rapport à son évaluation du cas qui lui est présenté. Puis le deuxième élément, en termes d'intelligence artificielle, c'est aussi d'aider parfois les patients à mieux savoir si c'est un problème de santé qui doit faire l'objet d'une consultation médicale ou qui peut être pris en charge par la pharmacie. Donc on a ces éléments. L'une des grosses difficultés sur le sujet de l'intelligence artificielle en santé, ce sera le niveau de responsabilité qui va être utilisé. C'est-à-dire que dès lors que vous avez une aide à un diagnostic, votre intelligence artificielle a tout à coup une énorme responsabilité, puisque si au lieu, par exemple, si vous avez mal à l'épaule et au cou et on vous dit non mais c'est une angine alors que c'est en fait un infarctus du myocarde, cette intelligence artificielle a la responsabilité éventuellement de pouvoir orienter et ou éventuellement d'une prise en charge qui est trop tardive. Donc c'est vrai que sur ce qu'on a vu actuellement, c'est qu'on a quelques éléments qui existent déjà, que ce soit à travers des applications par exemple, euh, qui peuvent aider les patients à mieux se diriger au sein du système de santé, voire à reconnaître certains symptômes, avec toujours les limitations que j'ai précisées. D'accord. Oh, ok, Ok, c'est bien. parfait. Donc le troisième point, c'était finalement quel est l'impact de la Covid et quelles sont les évolutions qui sont disponibles en termes de cours aux produits de premier recours dans la pharmacie. Alors, je voulais Attends, d'abord vous présenter un petit peu. Oui, professeur, oui, Miralda, tu as quelque chose? Oui, oui, pharmacie de façon. En fait, j'ai une interrogation au sujet de la littératie en santé. Est-ce mhm. que ça aide les, les patients en question à se soigner soi-même ou c'est une façon d'améliorer les connaissances sur l'automédication ou autre chose? Alors, ce qu'on a vu, c'est que finalement, plus la littératie en santé est élevée, plus la personne va être de meilleure santé. En fait, pour plusieurs raisons. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les déterminants sociaux de santé, c'est-à-dire ce qui va déterminer le niveau de la santé de la personne, puisqu'en fait, votre santé n'est pas uniquement liée à vos actions de type médicaments et autres. Par exemple, si vous habitez sur des environnements pollués, si vous avez euh, un accès à un eau qui est non potable, par exemple, forcément, ça va avoir un impact sur votre santé. La littératie en santé, elle est associée. Plus une personne a de connaissances véridiques et justes en santé, plus elle sera de meilleure santé et plus elle sera naviguée au sein du système de santé. Plus elle pourra faire attention à ce qu'elle mange, plus elle pourra aussi utiliser les médicaments comme il faut. Et plus elle saura aussi, sans doute, que on évite peut-être d'acheter les médicaments dans les circuits illégaux parce qu'il y a plus de contrefaçons. Donc, de façon générale, en anglais, on a patient empowerment, donc c'est finalement le renforcement du rôle du patient. Eh bien, ce renforcement du rôle de patient dans son soin, dans sa santé, finalement, c'est aussi facilité par justement cette littératie en santé. Donc la littératie, c'est pas juste la connaissance, c'est aussi savoir la mettre en œuvre. C'est-à-dire que parfois on sait que c'est pas bien de manger gras, mais on continue à manger gras. On sait aussi qu'il faudrait aller voir le médecin pour ça, mais en fait soit on a peur, soit on n'a pas confiance, donc on n'y va pas. Donc la littératie en santé, c'est un concept très important, que ce soit au niveau international ou au niveau de la France, parce que finalement c'est ce qui va soutenir euh, ce que l'on peut appeler dans le self-care, c'est-à-dire la prise en main par le patient de sa santé, dans tous ses aspects. J'ai répondu à votre question? Oui, c'est clair. On pourrait dire, en résumé, c'est un ensemble de connaissances qui Mhm. va nous permettre de faire une certaine prévention vis-à-vis de certaines pathologies ou autre chose. Exactement.
pour faire simple, une littératie en santé, même si vous regardez aux États-Unis, un exemple tout simple pour savoir si quelqu'un a déjà quel est le niveau de littératie en santé, c'est de savoir si on vous dit diabète, est-ce que c'est plutôt lié à un problème de sucre ou un problème de sel. Eh bien, finalement, même aux États-Unis, on sait qu'il y a à peu près 50% des gens qui ne sont pas capables d'identifier que le diabète est plutôt lié à un problème de sucre. Donc, la littératie en santé, c'est tout le niveau de connaissance. Et donc, dans certains cas, il y a plein d'exemples d'actions qui sont faites par les pharmaciens qui vont visiter les écoles primaires. Alors, c'est le cas en Espagne, au Japon, en Allemagne, par exemple, où finalement les pharmaciens vont expliquer dans des mots simples qu'est-ce que c'est que la santé, qu'est-ce que c'est que le médicament, éviter que le médicament soit perçu comme un bonbon, par exemple, etc. etc. Merci. OK. Donc, j'enchaîne sur les impacts de la Covid et les évolutions. Il y a une question. Oui. Excusez-moi, il y a une question dans le chat. Je ne sais pas si on va le prendre ou... Oui, tout à fait. On a le temps. En fait, je vois pas trop quand je diffuse, malheureusement. Enfin, comme je suis avec mes diaporamas, je peux pas avoir le chat, mais n'hésitez pas à m'interrompre en tout cas. Oui, d'accord. Il y a une question de Fédor Felipe qui nous demande comment les pharmacies peuvent participer à augmenter la littératie en santé de la population. Car en Europe, où le niveau est plus élevé, la littératie ne dépasse pas 40%. Voilà. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, même au sein d'une population, finalement, on va avoir des grandes variétés. En général, plus le niveau de la population et le niveau économique d'une population est élevé, plus la littératie en santé a tendance à être un petit peu plus élevée. Donc en fait, par exemple, il y a quelques initiatives très simples qui peuvent être faites. C'est déjà utiliser les vitrines que peuvent avoir les pharmacies pour faire des messages tout simples. C'est aussi, par exemple, de faire des conférences à l'occasion, par exemple, de la Journée mondiale des pharmaciens qui a lieu chaque année le 25 septembre pour la population. Ça va être des interventions dans les écoles, par exemple. Mais ça va être aussi, certains pharmaciens font ça, avoir une rubrique dans le journal local. C'est le cas, par exemple, d'Emma Paulino qui est au Portugal, qui fait ça. C'est-à-dire, finalement, partager votre connaissance et surtout transformer cette connaissance en une information qui est accessible pour tous. Donc, ça va être de façon systémique pour une population, mais ça peut être aussi au niveau du comptoir, lorsque vous allez avoir une dispensation et que vous avez une personne, déjà lui poser la question, comment est-ce que vous savez ce que c'est que votre maladie? Est-ce que vous savez que faire par rapport à tel ou tel sujet? Est-ce que vous avez envie que je vous explique un petit peu plus sur tel ou tel sujet? C'est l'occasion. On a un concept au niveau de l'OMS qui est que l'objectif, c'est que chaque interaction avec un professionnel de santé compte. Compte, c'est-à-dire apporte une valeur. Et cette valeur, ça peut être à travers la littératie en santé. Donc cette littératie, elle a beaucoup de facettes qui sont possibles et qui doivent être adaptées. Ça peut être aussi, peut-être dans le cadre de certaines églises, ça peut être l'occasion aussi d'être en partenariat avec les responsables des églises pour justement parler lors de lors d'une messe, par exemple, ou autre. C'est d'utiliser toutes les options, toutes les opportunités pour justement parler, renforcer cette information et permettre aussi aux personnes de poser leurs questions, tout simplement. Du coup, Luc, et plus la littératie, en fait, d'après ma compréhension, plus la littératie est élevée, plus ça renforce la confiance du patient envers le pharmacien. Alors, ça renforce en partie la confiance, mais surtout, c'est que le patient peut être beaucoup plus à même de faire des décisions pour lesquelles il a un rôle actif. Et en fait, plus le patient a une connaissance, plutôt que de suivre une adhésion au traitement parce que le pharmacien lui a dit, finalement, s'il voit lui-même l'intérêt d'être observant à son traitement, bien finalement, on aura de meilleures chances qu'il soit observant à son traitement. Okay. Donc en fait, la confiance, c'est un point, c'est-à-dire se dire que le pharmacien me donne des bons conseils et ce qui m'a aidé. Mais la littératie en santé, c'est au-delà même de ces actions en santé, c'est aussi, comme je vous ai dit, est-ce que j'essaie de manger des produits pas trop gras? Est-ce que je fais attention à ce que je bois? Est-ce que j'évite de trop boire d'alcool, par exemple? Donc voilà, il y a tout ce facteur. Et finalement, la littératie, c'est quelque chose qui va au-delà du système de santé. OK. Donc, j'enchaîne un petit peu. Donc, juste pour vous rappeler un petit peu, au niveau de la France, c'est quoi les
les chiffres des premiers recours en pharmacie. Ce qu'on a vu, c'est qu'avant la Covid, on a eu une baisse des visites en général en pharmacie. Donc ça, c'est le nombre total de visites qui sont réalisées en pharmacie. Donc vous voyez que le nombre total, c'était à peu près 1,1 milliard de visites par année en pharmacie. Donc ça représente un volume assez conséquent. Et au sein de cette proportion, c'est sur la partie ici, j'ai oublié l'échelle de l'autre côté, mais on est à peu près entre un peu plus que 350 millions de visites qui n'étaient constituées que pour un achat d'un produit de premier recours sans ordonnance. Et on a vu au fur et à mesure des années, depuis 2017 jusqu'en 2020, une baisse régulière de ces éléments. C'est-à-dire qu'on se posait la question comment ça s'est passé. Et puis en 2020, on a une baisse encore plus importante puisqu'on est parti de 312 millions de visites à 271 millions de visites. Donc ce qu'on a vu, c'est que finalement une baisse assez importante du nombre de visites qui allaient en pharmacie. Et ça, on peut le déterminer en analysant, pour faire très simple, les tickets de caisse qui sont émis par les pharmacies. Et puis, à partir de 2021, on est passé vers une augmentation assez conséquente. Et vous voyez qu'en fait, on est repassé à partir de 2020, à partir de 2017, on est remonté au-dessus de 2017. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que finalement, à travers la Covid, on a eu une augmentation à la fois du nombre total de visites en pharmacie, c'est ce total, mais aussi des visites qui étaient constituées que des produits de premier recours. Alors, comment on l'explique Eh bien, on discutera un tout petit peu de ces éléments un petit peu plus tard. Alors, juste peut-être pour vous préciser, on avait donc 51% de toutes les visites en pharmacie qui sont liées avec un achat qui inclut au moins un des produits, un médicament de prescription médicale facultative et ou un complément alimentaire et ou un dispositif médical grand public, mais aussi, souvent pour plus de la moitié, aussi avec des médicaments qui étaient de prescription médicale obligatoire. Et puis les premiers recours, qui étaient à peu près 27%, qui ont été augmentés en proportion et en volume. Ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, le premier recours en pharmacie, il représente à peu près toujours 27% des dispensations pendant les jours de semaine. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que le samedi, finalement, les gens vont aller en pharmacie et vont être un peu plus nombreux à y aller pour acheter des produits de premier recours. Alors notamment parce que quand on va parler d'automédication, quand on va acheter en amont ces produits, ou qu'on va acheter par exemple des compléments alimentaires, bien finalement les gens vont aller lorsqu'ils ne travaillent pas, et la plupart du temps le samedi c'est le cas, ils ne travaillent pas. Le dimanche c'est un nombre très faible parce que finalement il y a très peu de pharmacies en France qui sont ouvertes le dimanche. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que la partie verte, c'est toujours la totalité des dispensations, et la partie violet, c'est les premiers recours. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, on a une tendance qui est que le premier recours est légèrement supérieur en volume, en proportion, avant les heures de bureau. Donc, c'est-à-dire que avant 9 heures, qui est la plupart des heures de bureau, on a tendance à avoir un volume un petit peu plus important. À la pause déjeuner, là aussi, on a un volume un peu plus important, comme vous voyez ici. Et puis, à la sortie des bureaux, entre 17h et au-delà de 20h, là aussi, on a un volume plus important. Ce qui montre bien que finalement, c'est aussi parfois des personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, pour un mot du quotidien, vont profiter avant d'aller au bureau, pendant la pause déjeuner ou à la sortie du bureau, d'aller en pharmacie, plutôt que de gérer ou d'aller chez leur médecin pour acheter des produits de premier recours, pour avoir une prescription pour ces produits de premier recours. En total, alors ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est les données pour l'année 2022. Ce qu'on voit, c'est qu'à peu près, on a 13% du chiffre d'affaires, 9,3% du chiffre d'affaires qui est constitué par le premier recours non prescrit. Si on rajoute ceux qui sont prescrits, et en particulier les médicaments et les dispositifs médicaux, on passe un peu plus que 21%. En volume, c'est un élément important, c'est que finalement, on est presque à 31% de volume qui sont représentés par ce premier recours. Je rajouterais juste une chose, c'est qu'on a des prix qui sont en France parmi assez faibles, c'est-à-dire qu'on est en moyenne à moins de 5 euros de prix moyen pour le premier recours. Mais bien sûr, ce prix moyen n'a rien à voir, le chiffre d'affaires et le niveau de bénéfice des officines est très différent, puisque sur ces produits de premier recours, généralement la marge des pharmaciens est bien supérieure par rapport produits sur ordonnance. Quand on regarde la composition
pourquoi on va utiliser des produits de recours et quels sont le type d'action de ces produits de premier recours. On a essayé de les structurer par type, par grande famille. Donc on a le système respiratoire, ça va être là, par exemple, on va voir tout ce qui va être tout ce qui va être fluidifiant, etc. Sur le système digestif, on va avoir à la fois antidiarrhéique, on va aussi avoir peut-être probiotique, sur les douleurs, etc. Pour chacun de ces éléments, on a essayé de répartir quelle est la part qui est liée aux médicaments, ça c'est la partie verte, la part liée aux compléments alimentaires, qui est la partie rouge, et ensuite la part liée aux dispositifs médicaux, qui sont la partie bleue. Ce qu'on voit, c'est que finalement, selon le type de problématique ou les grandes destinations, ce qu'on appelle, on va avoir une proportion très différente. Sur les premiers soins de la peau, on va avoir soit du médicament, mais ça peut être aussi des dispositifs médicaux, par exemple tout ce qui va être pansement. Pour ce qui est de la douleur, la majorité, voire la quasi-totalité, est plutôt liée à une activité de médicament. À l'inverse, sur le stress et le sommeil ou la vitalité, ça va être majoritairement du complément alimentaire. Ce qu'on voit, c'est qu'on a plutôt une marge de progression, mais bien sûr, d'une année sur l'autre, on va avoir des évolutions qui sont fortement liées, les uns comme les autres, au niveau épidémique, on le verra un tout petit peu plus tard. Donc tout ça pour vous montrer quoi? Que finalement, on a différents grands systèmes généraux de santé, différents systèmes destination, et que chaque destination va être plus ou moins portée, facilitée par un type de produit. Et finalement, quand un patient vient en officine, ce qu'il cherche avant tout, c'est une solution de santé. Il n'est pas à la recherche nécessairement d'un médicament, même s'il utilise le terme médicament. Et donc finalement, ce que le patient va chercher, c'est je voudrais avoir quelque chose pour renforcer mon immunité, je voudrais arrêter de fumer. Et donc finalement, les différents outils, les différents produits qui sont à destination de cette finalité, finalement, le patient a assez peu d'intérêt à savoir est-ce que je préfère un complément alimentaire ou un élément d'automédication. Sur les 3 grandes catégories, sur les médicaments d'automédication, c'est principalement la douleur, le système respiratoire et le système digestif. Sur les compléments alimentaires, on est plutôt sur le sommeil au stress, la vitalité, le système digestif, l'immunité, le système respiratoire dans une moindre mesure. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a plutôt des tendances depuis 2022 à avoir des augmentations, en particulier sur ces grandes catégories. Sur les dispositifs médicaux, clairement, une des grandes évolutions, ça a été l'autotest, avec notamment les autotests Covid, qui ont été une très très grosse croissance depuis 2019, principalement portés par les autotests Covid. Et on a un petit peu d'autres types de produits. Mais principalement, c'est surtout les autotests, les soins à domicile, par exemple tout ce qui va être couche pour les personnes âgées. On va avoir des soins de la peau, ça va être notamment tout ce qui va être sparadrap, et puis l'orthopédie, c'est-à-dire tout ce qui va être canne, genouillère, bas de contention, etc., etc. Alors, on a une certaine augmentation à la fois des visites, mais aussi des volumes qui sont dispensés depuis presque maintenant 2 ans. Alors, comment on peut expliquer ces éléments? En fait, on peut les expliquer sur deux grandes raisons. Il y a des raisons qui sont directement liées à l'épisode de la Covid. Alors, la première des raisons, c'est finalement, ce qu'on a vu, c'est qu'en 2020, en France, il y a eu un très grand confinement et finalement, on a eu une grosse diminution des contacts humains. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que finalement, comme les personnes étaient beaucoup moins en contact les uns avec les autres, certes, ils ne se transmettaient pas le Covid, mais ils ne se transmettaient pas la gastro, ils avaient beaucoup moins de rhume ou de grippe, par exemple. Ce qu'on a vu, c'est donc, par exemple, si je prends quelques exemples, c'est ce qu'on a vu en 2020-2021, c'est finalement, on a vu que les indicateurs de l'intensité de la gastro-entérite étaient beaucoup plus faibles en 2020-2021 que les années précédentes. On a vu la même chose par rapport à la grippe, où là aussi, on était largement en dessous en 2020 que 2021. Donc ça veut dire que finalement, l'utilisation notamment des médicaments a été moindre, puisque finalement, il y a eu moins de problèmes de santé, moins de pathologies liées à la grippe, au syndrome grippal ou à la gastro-entérite. Le deuxième élément, ce qu'on a vu, c'est que finalement, l'année 2020, on a été fortement influencé par le niveau de confinement. Et donc, on a regardé un petit peu tous ces éléments. Ce qu'on a vu, c'est que finalement, certes, on a eu en automédication, mais de façon plus générale, sur l'ensemble des produits de premier recours,
on a eu plutôt une baisse sur l'année 2020. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que selon les périodes, et en particulier lorsqu'il y avait du confinement, on a eu des baisses très importantes de ces produits d'automédication, notamment le premier confinement ici. Donc ce qu'on a vu, c'est que le confinement a eu un impact réel, majeur, sur les utilisations de ces produits, mais ça veut dire aussi sur le rôle de la pharmacie pendant cette année. Et puis à l'inverse, en 2021 et encore plus en 2022, on a eu, avec la fin des gestes barrières et puis le fait que pendant plusieurs années, on n'a pas été exposé à la plupart des virus et des bactéries, des maladies hivernales, on a eu une augmentation, une épidémie beaucoup plus importante qui s'est cumulée en 2021-2022. Le deuxième élément, ce qu'on a vu, c'est que avec le développement du télétravail, les Français ont beaucoup plus favorisé les pharmacies qui étaient à côté d'eux, de proximité. Et ce qu'on a vu, c'est que finalement, en 2022, on a vu que finalement, certes, les grosses pharmacies représentaient encore une part importante de l'ensemble des ventes, mais ce qu'on a constaté, c'est que les augmentations par rapport à 2021 et par rapport à 2019, des grosses pharmacies étaient beaucoup plus modérées. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on regarde les petites pharmacies, elles ont une augmentation de 17% de leur chiffre d'affaires par rapport à 2021 sur le premier recours et de 27% depuis 2019. Alors que les grosses pharmacies n'étaient que de 11% et de 14,5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plus petites pharmacies, en s'appuyant sur ce rôle de premier recours, ont pu augmenter leur chiffre d'affaires et donc leur rôle sur ces sujets. Par ailleurs, en plus de ces fonctions, de ces éléments, on a aussi des tendances qui ont commencé depuis très longtemps et qui ont été renforcées à travers cette crise Covid. Alors, la première des tendances, c'est que finalement, on a vu en France une augmentation importante du nombre des nouvelles missions des pharmaciens. Et en 2020, on a eu des missions qui ont été rajoutées, qui ont été spécifiques à la Covid. On a eu les tests antigéniques, la vaccination contre la Covid et aussi la distribution de certains masques. Et puis en plus de ça, on a eu une augmentation des activités telles que la vaccination contre la grippe saisonnière, les entretiens pharmaceutiques. Et tous ces éléments vont stimuler la visite en pharmacie. Et à cette occasion, le pharmacien peut aussi étendre ses conseils sur du premier recours. Le deuxième élément, c'est que finalement, à travers cette crise Covid, mais bien avant, en fait, avec la hausse du rôle du pharmacien, avec ces nouveaux services, finalement, on a eu une nouvelle image du pharmacien. Et ces nouvelles missions ont contribué à renforcer ce rôle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le pharmacien a commencé à vacciner, initialement contre la grippe saisonnière, finalement, les patients ont commencé à le regarder comme un vrai professionnel de santé, et pas juste comme un marchand ou comme un épicier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, cette crise, en ajoutant de nouvelles missions, a permis aussi de renforcer, parfois même de faire redécouvrir le rôle du pharmacien sur le premier recours comme porte d'entrée dans le système de santé, comme presque aiguilleur dans le système de santé. Il y a encore d'autres éléments. On voit de plus en plus des gros problèmes d'accès aux médecins en France. En moyenne, on estime que pour plus de la moitié des Français, pour avoir un rendez-vous chez un médecin, il faut attendre 3 jours ou plus. Et pour 22% d'entre eux, c'est plus d'une semaine qui est nécessaire pour avoir un rendez-vous chez son médecin généraliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à un mal du quotidien, ou plusieurs maux du quotidien, finalement, vous avez peut-être les Français se disent je préfère peut-être aller directement en pharmacie plutôt que d'attendre un rendez-vous chez le médecin pour lequel je dois en plus prendre un demi-congé parce que je dois m'absenter de mon travail, etc. Donc finalement, cette difficulté de plus en plus prégnante d'accès à un médecin généraliste en France, et bien sûr, ça n'a rien à voir avec les autres pays dont Haïti, mais en tout cas, pour les Français, ils se sont dit, peut-être que j'ai plus intérêt encore d'aller chez mon pharmacien, j'ai pas besoin de rendez-vous, c'est rapide, ils sont des horaires d'ouverture très, très importants, donc c'est des éléments qui vont contribuer à cette évolution. Et d'ailleurs, ça c'est un dernier article du Monde qui a été publié il y a 2 jours, qui nous cite aussi Neres, et qui finalement nous dit, voilà, au total, on a quand même un rôle important sur l'automédication, et que finalement les Français, face à cette pénurie de médecins, se tournent de plus en plus vers l'automédication et vers le rôle du pharmacien dans ces sujets. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que
c'est une évolution assez majeure mais depuis plusieurs années, c'est un intérêt de plus en plus marqué des Français sur la prévention, avec à la fois les Français, mais aussi au niveau européen. Et ce qu'on a vu, c'est que parmi les 15 plus grandes évolutions qu'on a pu voir entre 2019 et 2020, donc avant la Covid, on était vraiment, la majorité était autour de la prévention. Et puis la majorité relève de la prévention et notamment des compléments alimentaires. Au niveau de la France, qu'est-ce qu'il en est? En fait, on voit que la part de produits à visée de prévention a tendance à augmenter de façon régulière d'année en année. Vous voyez qu'en 2017, on était à seulement 34% du marché du premier recours qui était plutôt destiné de prévention. Et en 2022, on est passé à 40%. Donc en 5 années, on a gagné presque 6% de part de marché, en tout cas d'importance pour les produits de premier recours. L'évolution de ces éléments, c'est qu'on a ensuite d'autres éléments qui sont de plus en plus importants, avec ce qu'on pourrait dire que les patients sont à la recherche de l'authenticité en regardant sur 2 sujets. Il y a un intérêt de plus en plus marqué à tout ce qui est naturalité, donc des produits qui sont plutôt naturels, qui peuvent être soit des médicaments à base de plantes, ou souvent, et beaucoup plus souvent, des compléments alimentaires, puisque ces compléments alimentaires sont eux aussi composés souvent d'extraits de plantes ou d'autres produits d'origine naturelle. Et puis, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, les Français veulent avoir un aspect d'activité très locale. Locale à la fois en termes d'accès à leurs professionnels de santé, on l'a vu tout à l'heure, avec les pharmaciens de proximité qui ont été favorisés, et puis aussi une production qui se veut de plus en plus locale, et pour lesquelles les Français sont prêts à en payer un petit peu plus. Enfin, un autre élément qui est un élément important, juste pour vous rappeler, c'est que finalement, on a vu que, ça c'est la partie en verte, ça sera la partie des médicaments de prescription médicale facultative, en bleu, les dispositifs médicaux, et en rouge, les compléments alimentaires. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, on a une évolution générale plutôt positive du premier recours depuis presque 10 ans, mais par contre, ce qu'on voit, c'est que finalement, la proportion, la part d'importance du médicament par rapport aux autres statuts, aux autres produits, tend à diminuer avec le temps. C'est pas pour autant qu'on voit qu'on est à peu près au même niveau en termes de chiffre d'affaires réalisé en officine. Par contre, la partie de la croissance, elle est avant tout sur ces 2 types de statuts. Et donc, ça se voit tout simplement, c'est que si on regarde sur l'évolution générale, on voit que les médicaments de PMF depuis 10 ans ont une légère diminution sur 10 ans de presque 10%, donc ça veut dire presque 1% par année avec les évolutions. Sur les dispositifs médicaux, on a presque une augmentation de 134%, mais si on exclut les autotests Covid qui viennent un petit peu fausser les 2 dernières années, on est tout de même à 62% d'évolution sur ces 10 ans. Et sur les compléments alimentaires, on est passé là aussi à presque 120% d'augmentation, c'est-à-dire presque 12% d'augmentation par année au cours des 10 dernières années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on a des évolutions avec un rôle de plus en plus marqué pour l'officine, mais aussi des évolutions en termes de distribution des compléments alimentaires et du dispositif médical, qui sont les 2 grands types de produits qui croient le plus actuellement en France. Et l'autre élément qui est aussi intéressant, c'est de se dire que lorsqu'on parle de compléments alimentaires, est-ce que c'est seulement les grosses pharmacies qui sont les leaders sur ce marché? En fait, on se rend compte que presque 20% des plus grosses ventes en pharmacie des compléments alimentaires sont réalisées par des petites et moyennes pharmacies. Ce qui veut dire que finalement, c'est pas une histoire nécessairement de commerce ou de positionnement en tant que produit esthétique. Enfin, un dernier élément, je pense, qui est important, c'est sur l'histoire de la vente en ligne. On voit une évolution de plus en plus importante de tous les ventes en ligne, que ce soit en dehors de la santé. Mais au niveau de la santé, en France, on voit une évolution qui est assez marquée et qui représente et qui est surtout concentrée autour des compléments alimentaires et de la beauté. Un petit peu moindre dans les médicaments de prescription médicale facultative, où à peine 1% du marché des médicaments de prescription médicale facultative sont réalisés en ligne en France, alors que c'est presque 12% de la totalité du marché du complément alimentaire en France qui est réalisé en ligne. Avec des projections, on voit que finalement, en 2014, sur l'ensemble des ventes en ligne, y compris sur des produits de beauté, on était à 150 millions d'euros, et on estime que 2024, on sera entre 650 millions et 1 milliard d'euros qui seront réalisés en ligne, soit à peu près 12% du totalité.
En plus de ces éléments de vente en ligne, il y a aussi des formats un peu plus hybrides qu'on appelle par exemple click and collect, c'est-à-dire où le patient va commander en ligne un produit, mais va le chercher dans sa pharmacie. Et ça aussi, on a vu, surtout dans les pharmacies des zones urbaines, un gros développement de ces éléments. On a presque 50% des pharmacies en plus qui proposent ce type de service. Ce qui permet de pouvoir toujours offrir une offre en ligne, mais que le patient reste à venir dans la pharmacie en présentiel, en physique, pour les récupérer. Et donc de bénéficier du conseil du pharmacien à ce moment-là. En conclusion, et après je serai content de prendre toutes vos questions, finalement on voit plusieurs choses. D'une part, les produits de premier recours, qui, dès lors qu'ils sont sécurisés par les pharmaciens et l'équipe officinale, on joue un rôle clé dans le système de santé. Et souvent, c'est la première interaction que vous allez avoir. Quand vous êtes un médecin, finalement, tout au long de la vie du patient, depuis que vous êtes enfant jusqu'à l'âge très adulte, vous voyez la valeur du pharmacien. Avec le premier recours, pour le pharmacien, c'est la première fois où le patient va demander un conseil. Et donc finalement, cette valeur du pharmacien, c'est aussi l'occasion de la démontrer dans les populations les plus jeunes. Et c'est à travers ces premières interactions que l'image du pharmacien et notre profession va se forger. Ce qu'on voit, c'est que finalement, c'est un développement qui est à la fois facilité et qui rend plus facile l'obtention de nouvelles missions, y compris en dehors du premier recours. Et puis l'autre élément qui est un élément intéressant, c'est que finalement pour les pharmacies, ce sont des sources de revenus qui ne sont pas forcément liées à des négociations comme il peut y avoir en France sur les modalités de rémunération des pharmaciens. Donc c'est vrai que dans certains nombres de pays, ça peut être un vrai sujet pertinent pour eux. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'on a eu des accélérations lors de la Covid, des tendances qui sont profondes, avec une attention plus marquée des patients sur la prévention. On veut des produits naturels et plutôt des intérêts très marqués autour d'un produit local, mais c'est aussi de nouvelles façons d'accéder aux soins, avec à la fois tout ce qui est pénurie de médecins, une redécouverte de la pharmacie de quartier, et puis finalement, on voit que à l'issue des périodes de confinement, on a eu plusieurs épidémies qui sont cumulées. Alors, on en a eu 3. On a eu la grippe, on a eu la gastro et on a eu la Covid. Donc, c'est vrai que c'était une pression d'autant plus accrue. Et finalement, ça a été l'occasion pour les Français de changer leur regard et leurs habitudes pour le traitement des maux du quotidien. Et donc, en conclusion, si jamais vous souhaitez aller un petit peu plus loin, vous pouvez retrouver sur notre site internet ce document où on a essayé de démontrer comment est-ce que le système de santé français pourrait évoluer d'ici 2027 avec un certain nombre d'innovations. Alors, on pensait par exemple de faire un entretien bilan de santé du quotidien tous les 5 ans, d'aider ou de refaire une revue annuelle, une analyse du contenu de l'armoire à pharmacie, voire des services qui sont destinés aux futures et aux jeunes mamans pour les informer sur quels sont les produits qu'elles peuvent utiliser sans problème pendant leur grossesse et celles qu'ils ne peuvent pas utiliser. Et puis après, tout ce qui va être un accompagnement, y compris aux patients, devant son armoire à pharmacie. Ce qui est intéressant, c'est que certaines de nos propositions ont d'ores et déjà été reprises. C'est le cas, par exemple, de l'entretien grossesse et femmes et jeunes mères, qui en fait fait désormais partie des missions qui sont rémunérées par le pharmacien d'officine, par notre assurance maladie. Voilà en quelques mots ou quelques éléments, en presque une petite heure, euh, une présentation assez générale du rôle du pharmacien, de ce qui a changé sur le premier recours et de voir un petit peu les évolutions qui sont en place en France et peut-être aussi qui peuvent être similaires ou assez différentes en Haïti. Et maintenant, je vous laisse la question si vous avez des questions. Merci, pharmacien Luc Autant. Et ça a été une très belle présentation. Et j'ai appris pas mal de choses, personnellement. Et j'ai une question concernant la question même de cette présentation d'aujourd'hui, qui est l'impact du Covid sur les médicaments de premier recours et tout. Et de par votre présentation, est-ce que on pourrait dire que le post-Covid est un impact sur la population française de manière à ce qu'ils ont un comportement beaucoup plus préventif
parce qu'il serait beaucoup plus les pharmacies pour s'acquérir des médicaments de premier recours ici. Alors, en fait, on l'a vu. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, ce qu'on a vu, c'est que en termes de revenus des pharmacies en totalité, pas que ceux liés à la Covid. En fait, on sait qu'en 2023, on aura sans doute une baisse des revenus des pharmacies. Parce que finalement, la grosse partie des tests Covid va plus être nécessaire. Actuellement, il n'y a plus d'utilisation de tests Covid aussi importante. Tests Covid réalisés par les pharmaciens, vaccination Covid. Et donc finalement, la proportion qu'on imagine de premier recours risque d'être augmentée en 2023 par rapport à tous ces éléments. Ce qu'on a vu aussi, c'est que, alors on parle des Français, bien sûr, on a différents types de Français. Certains vont continuer à vouloir s'impliquer activement sur la prévention, et d'autres, sans doute un petit peu moins. On le voit même avec le recours au masque qui n'est plus obligatoire et qui est maintenant très très peu fréquent dans les transports publics. Donc en fait, on voit qu'il y a quand même différents types de populations. Mais ce qu'on voit de façon assez marquée, c'est que finalement, y compris au niveau des politiques, on est confronté à un problème d'accès aux soins. Et finalement, le pharmacien, en France encore plus que peut-être dans d'autres pays, le pharmacien est assez bien réparti sur le territoire, contrairement à des médecins. Donc, c'est-à-dire que pour beaucoup de politiques, des ministres de la Santé, des députés et autres, il y a aussi cet intérêt de se dire, quand j'ai plus assez de médecins dans la campagne, ou même dans certaines banlieues de grandes villes, finalement, peut-être que le pharmacien, parce qu'il y a une répartition qui est légale au niveau de la France, ça peut être une vraie solution pour moi, pour prendre en charge. Puis le deuxième élément, c'est que finalement, les politiques ont fait confiance aux pharmaciens pendant la crise Covid pour faire plein de nouveaux services, et donc finalement, étendre leur rôle, y compris sur du premier recours, qui est l'un de nos missions historiques, de notre rôle essentiel historique, ça fait aussi tout à fait sens. Alors, juste peut-être pour préciser, je ne sais pas à quel point vous connaissez, mais en France, il y a une loi qui a été, depuis les années 1940 à peu près, et qui a été graduellement mise en œuvre jusque dans les années 70, qui en fait fait en sorte qu'on ne peut pas ouvrir une pharmacie où on veut. On est obligé d'ouvrir pour ouvrir une pharmacie, il faut qu'on démontre qu'on a à peu près 2500 habitants supplémentaires par rapport à un seuil défini. Donc ça veut dire que finalement, autant on peut avoir des déserts médicaux en France, on n'a quasiment aucun désert pharmaceutique en France, puisqu'en fait, si vous voulez ouvrir une pharmacie, vous ne pouvez pas forcément l'ouvrir dans les grandes villes, donc vous êtes obligé d'aller sur peut-être des endroits où initialement vous n'aviez pas pensé aller exercer, mais qui est le seul endroit où vous pouvez créer une nouvelle pharmacie. Okay. Oui, oui. Et professeur, et femme Luc, étant donné que vous êtes délégué de NERES, ça veut dire que vous représentez les laboratoires pharmaceutiques, est-ce que le post-Covid n'a pas influencé la production au niveau de ces grands labos? Quel type de produits qu'ils vont produire plus, quel type de production qu'il faut ralentir? Alors, en fait, il y a deux sujets. Je me permettrai juste de répondre en deux temps, peut-être. Le premier, ça va être sur le choix des produits, et ensuite sur les capacités de production. Okay. Alors, le choix des produits, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, sur les 3 statuts que l'on a, on a une innovation qui est un petit peu beaucoup plus simple à réaliser sur les dispositifs médicaux et le complément alimentaire. Parce que finalement, le cadre réglementaire est beaucoup plus simple à gérer pour la France. Sur le médicament, finalement, en fait, l'innovation par le médicament, c'est ce qu'on appelle le délistage. C'est-à-dire lorsqu'un médicament qui avant était sur ordonnance passe à médicament sans ordonnance. Et c'est vrai que là, on a souvent un petit peu plus de réticence de la part de nos autorités à permettre cette évolution. Donc, les laboratoires pharmaceutiques souhaitent développer sur les 3 produits, le 3 types de produits, mais le cadre réglementaire ou le cadre fait que c'est beaucoup plus simple de développer des nouveaux compléments alimentaires ou des dispositifs médicaux que des médicaments. Le deuxième élément, c'est aussi juste peut-être pour information, le dispositif médical, lorsque vous l'autorisez, en fait, il est autorisé dans tous les pays de l'Union européenne. Alors que le médicament, il va parfois et très souvent être uniquement autorisé pays par pays. Ça prend un temps et un coût beaucoup plus important de ce développement. Quant aux capacités de production, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a eu, alors même si les destinations sont identiques,
les dispositifs médicaux ont des capacités de production ou des modalités de production qui peuvent être différentes. C'est-à-dire que le sérum physiologique, on va avoir des éléments qui sont souvent à base de plastique avec du sérum physiologique de façon stérilisée. Donc, on ne peut pas forcément facilement basculer la production de l'un à l'autre. D'autant plus que sur la production de médicaments, on a des exigences qui sont généralement réglementaires beaucoup plus importantes, même si c'est la même forme, que sur du complément alimentaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, on a à peu près 55% des médicaments en France, de médicaments de prescription médicale facultative, qui sont en fait prescrits sur le territoire national. Ce qui est assez inhabituel, puisque au niveau de l'ensemble des médicaments, on est plutôt à 20% des médicaments qui sont produits en France. Donc, les médicaments de prescription médicale facultative, parce que beaucoup d'entre eux, en fait, ont une histoire avec une marque importante qui a commencé en France, ont maintenu leurs activités de production en France. Par contre, ce qu'on a pu voir, c'est que pendant les derniers mois ou la dernière année, on a pu avoir quelques pénuries sur nos produits, mais c'était surtout lié au fait que, en fait, avec cette demande très marquée que vous avez vue en termes de problèmes gastro-intestinaux, en termes de grippe, etc., on a une explosion de la demande et finalement, on a, par exemple, les deux principaux fabricants en France de paracétamol ont eu beaucoup de commandes et donc et on fait tourner leurs usines 24 heures sur 24 et on produit en une année, ils n'avaient jamais autant produit en une année que pendant les 10 dernières années en cours. Donc c'est vrai qu'il y a cette activité aussi de se dire quelles sont les activités de production et faire en sorte de pouvoir les prédire. Et comme les médicaments de prescription médicale facultative sont avant tout des médicaments, ou très souvent, pour traiter des pathologies hivernales, c'est difficile de savoir si cette année, on va avoir beaucoup de gastro, si cette année, on va avoir beaucoup de grippe. Donc, en fait, on est obligé de faire un petit peu, on essaye de prendre un regard le plus prudent possible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Quand vous avez une maladie chronique, vous savez très bien que le nombre d'hypertendus que vous aurez, il est sensiblement similaire à celui de l'année dernière. Il n'y a pas de raison que vous ayez beaucoup plus d'hypertendus ou plus de diabétiques cette année que l'année dernière. Donc, c'est vrai que sur les produits qui vont gérer un mot du quotidien, un problème aigu de santé, il peut y avoir des impacts importants de la situation actuelle. Bon, ok. Il y a Kaby Joseph qui a levé la main pour une question. On t'entend, Kaby. Mhm. Allô, Kaby, tu peux parler. Ah, allô, Kaby, il y a un mauvais feedback de ton côté. Allez. Ou sinon, peut-être si Bon, on pourrait. peut-être le taper dans le chat, comme ça on pourra vous Oui, répondre. oui, C'est peut-être le oui. plus simple, Oui, Kirby. Oui, oui, on t'entend. Parle plus fort. Ok, bonjour et bonsoir, parce que je sais qu'il est Bon. déjà tard. Euh, Merci beaucoup pour la séance. Et bien que les contextes de la COVID-19, les Mhm. périodes de la COVID-19 se passent différemment en Haïti. Et d'abord, ma question, c'est est-ce que le labo MERES est présent en Haïti? Donc, c'est plutôt l'externe, la première question. Maintenant, Mhm. sur l'approche des COVID-19 et tout ce qui a rapport avec la pharmacie. Donc, en Haïti, la situation est assez difficile. Donc, on n'a pas vraiment des chiffres et donc, il paraît un petit peu difficile de mieux placer tout ça dans notre contexte. Ouais. Mais ce qu'on sait, c'est que nous, on a une population qui a un niveau d'éducation très bas et l'éducation sanitaire est encore plus bas. Autre chose, on a aussi des problèmes structuraux dans le sens que la gestion de tout ça, donc les réglementations, donc qui sont des barrières. Et aussi, on a une concentration aussi, comme par exemple, on a seulement la capitale haïtienne qui a la majorité des pharmacies. Donc, la population en général ne bénéficie pas vraiment donc, donc l'accès même à une pharmacie reconnue.
Et autre chose, d'ailleurs, et on a une carence aussi en pharmacien. Donc, depuis la formation, et je suis la formation, jusque-là, on n'a que deux facultés qui produisent des pharmaciens et une seule est reconnue, celle de l'État. Donc, pour moi, jeune pharmacien, donc on est un petit peu brouillé dans tout ça. Et comme depuis les années, donc quelques années antécédentes, on a essayé vraiment et de voir comment faire, comme vous l'avez mentionné, donc aller dans les écoles, dans les églises, essayer de commencer par montrer aux gens qui est le pharmacien, le rôle du pharmacien, et comment inviter les gens, surtout avec le problème de l'automédication qui donne beaucoup de problèmes, les gens. Et vraiment, donc, on est un petit peu dans le brouillage. Mais ce que j'aimerais savoir par rapport à tout ce que je veux dire là, c'est je ne sais pas, pour Muralda qui est en France pour le moment et qui est d'Haïti, et pour Ralph aussi. Donc, par rapport à l'exposition de M. Luc, du Farm Luc, qu'est-ce qu'on voit nous-mêmes pour nous en Haïti? Qu'est-ce que vous pouvez faire sortir de tout ça? Est-ce qu'on a quelque chose en termes de positivité, donc, et de l'image du pharmacien, de la présentation à la pharmacie, de la responsabilité des pharmaciens dans le système de santé? Est-ce qu'on a quelque chose qui nous donne des indices? Est-ce qu'on peut espérer quelque chose? Où doit-on vraiment se positionner? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, en essayant très bien même de faire une petite approche sur notre situation haïtienne qui est assez délicate et difficile. Et merci beaucoup. Et je m'excuse pour la longue intervention. Pas de souci. Ralph, si tu permets, je vais commencer à répondre et puis après je te laisserai la partie haïtienne. En fait, donc Neres, on est, alors excusez, j'ai oublié de présenter. Neres, en fait, on regroupe l'ensemble des laboratoires en France. C'est-à-dire que on a parmi nos adhérents des gens que vous connaissez peut-être comme GSK, comme Sanofi, comme Johnson & Johnson, comme UPSA, etc. Donc en fait, on représente Pierre Fabre, etc. Donc en fait, on est le syndicat professionnel qui représentons les entreprises uniquement sur la France, donc on n'est pas présent en Haïti. Donc c'est pour ça que aussi je n'ai pas une bonne connaissance d'Haïti. Ce que vous soulevez sur la concentration des pharmacies à Port-au-Prince notamment, c'est des problématiques qui sont assez régulièrement rencontrées dans beaucoup de pays en transition économique, comme Haïti et comme d'autres pays. Alors peut-être à titre d'info, vous avez un certain nombre, vous avez sur ces pharmacies dans les pays en transition économique, deux grands vecteurs. Le premier, c'est servir une population qui est plutôt économiquement favorisée, puisqu'ils peuvent se permettre en général d'acheter leurs produits de leur propre denier. Donc là, il y a aussi cet aspect de quels sont les services qui peuvent être proposés par rapport à cette population. Et puis, vous avez eu un certain nombre d'actions qui sont menées à travers soit des programmes gouvernementaux ou des programmes internationaux sur ces sujets. Alors, vous avez, par exemple, ce qui avait été mené au Brésil à travers la première présidence de Lula sur des pharmacies populaires, en portugais, Farmácia Popular, qui ont justement permis d'associer un certain nombre de pharmacies à la dispensation de certains produits financés plutôt alors de mémoire, il y avait une quinzaine de pathologies, mais qui étaient financées par l'État. Donc il y a un certain nombre de ces éléments, et c'est vrai que c'est souvent la dichotomie qui est difficile à avoir, c'est entre les populations qui peuvent se permettre de financer par eux-mêmes leur achat de médicaments, et puis les populations plus modestes qui doivent s'appuyer sur un programme gouvernemental ou international. Et donc c'est vrai que le rôle du pharmacien dans ces deux cas, il est tendance à être différent puisque vous avez des leviers et des incitations qui sont assez différentes. Après, par rapport à ce que vous avez souligné, il y a peut-être un point que je vous proposerais, enfin, ou plusieurs points de réflexion peut-être de votre côté, c'est comment est-ce que vous mettez en exergue votre expertise. Je prends tout simplement un exemple. Quand vous allez chez un médecin, le médecin, il va vous toucher, il va vous écouter, et puis il va formaliser sa réflexion à travers une ordonnance. Comment est-ce que nous, en tant que pharmaciens, on formalise notre travail intellectuel lors d'une dispensation?
Est-ce que, par exemple, c'est de dire, de remettre un papier qui va dire voilà la prise, le schéma de prise de vos produits, c'est-à-dire les produits à prendre le matin, le midi et le soir, qui va transformer une liste, une shopping list du médecin qui est l'ordonnance, qui est ben voilà j'ai ce produit. En fait, le patient il s'en fiche de savoir que ce qu'il veut savoir, c'est qu'est-ce que je dois prendre le matin, le midi et le soir. Et si à l'issue de votre papier, en bas de votre papier, vous dit moi j'ai vérifié que vous n'avez pas d'interaction médicamenteuse particulière, vous formalisez votre réflexion intellectuelle. Donc il y a cet élément de se dire comment on reconnaît cet élément-là. Et puis après, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure aussi de la Journée mondiale du pharmacien ou d'autres occasions, c'est de se dire comment on peut travailler pour diffuser ces éléments d'information à l'occasion d'événements pour bien souligner tout ce rôle. Mais je laisserai sans doute Ralph sur la partie comment on enseigne ou comment on traduit cette situation en France par rapport à la situation spécifique de Haïti. Bon, et en fait, par rapport à mes approches, en fait, je le dis toujours aux gens qui sont proches à moi. Donc, je pense maintenant qu'il est d'ores et déjà l'occasion de se donner à la recherche. Parce que c'est la recherche de prendre des initiatives. Maintenant, parce que on, parce qu'on ne peut pas aller de A à Z d'un seul coup. Maintenant, parce que pour moi, il n'y a pas de génération spontanée. On peut aller de A à B, de A à D. Maintenant, la prochaine génération qui vient peut prendre de D pour arriver à un point. Donc, pour moi, et on peut aborder la situation de, et maintenant, comme de faire la recherche, de commencer à faire la recherche. Parce que et ici en Haïti, on n'a pas vraiment des données, surtout au niveau de l'officine. Donc, je pense que maintenant, comme ça, les propriétaires de l'officine, que nous autres pharmacies qui travaillent à l'officine, doivent commencer à, à initier des outils de recherche, des outils à mettre des cadres, maintenant pour pouvoir avoir des données. Parce que c'est grâce aux données qu'on peut prendre de grandes décisions. C'est grâce aux données qu'on peut influencer les autorités, qu'on peut écrire des pétitions, tout ça maintenant pour arriver à un certain nombre de décisions. Donc en gros, pour le moment, c'est ça. C'est ça. Et peut-être aussi, moi je sais qu'il y a eu quelques expérimentations qui étaient intéressantes. Si tout à coup, quelques pharmacies deviennent des observatoires de la situation sanitaire de certaines régions, même si c'est qu'à Port-au-Prince ou d'autres régions d'Haïti, si tout à coup vous dites, voilà, dès qu'on commence à voir qu'il y a beaucoup de demandes, je dis n'importe quoi, d'antibiotiques, j'ai telle demande de tel ou tel produit, ça peut être aussi des indicateurs intéressants à faire remonter au ministère de la Santé, que vous deveniez un réseau sentinelle à partir de la vente, des ventes des produits que vous avez faits. Et des choses qui sont qui pourraient indiquer, par exemple, soit une contamination des eaux potables, ça peut être d'autres choses. Et en tout cas, c'est des choses que nous on a pu voir, c'est-à-dire que en regardant les données de vente en pharmacie qui étaient consolidées, on a pu détecter avant les réseaux en France de médecins de l'arrivée de la Covid. Et on voit ça puisque finalement c'est une demande, qu'elle soit ou pas remplie ou qui est donnée via une dispensation, c'est un indicateur aussi d'un problème de santé. Bon, on a Idriss qui a tendu la main. Donc Idriss. Allô Idriss? Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, On vous entend. Hello, bonjour. Oui, et je remercie, en fait, mes félicitations, mes remerciements aux panélistes. Donc, je voulais juste ajouter, avant de poser ma question, ajouter quelque chose à la réponse que M. Luc Besançon vient de donner. En fait, comme les pharmaciens, Ralph l'a si bien dit, il parle surtout par rapport aux pharmacies, en fait, de les officines. Mais par exemple, pour les pharmacies hospitalières en Haïti, surtout les pharmacies publiques, donc on utilise des outils de gestion. Des outils de gestion, qu'ils soient la fiche de stock, fiche d'inventaire, bon, de livraison, etc. Donc, à chaque mois, bon, donc, disons mensuellement, on fait des rapports au ministère. Par exemple, dans une région quelconque, donc, la consommation moyenne mensuelle, en fait, surtout, bon,
prenons un exemple, à l'hôpital La Paix, par exemple, si et dans le mois précédent, on a pu remarquer notre consommation moyenne pour, par exemple, je dis n'importe quoi, pour l'albendazole était 40 et d'un seul coup, ça passe à 400. Donc, on envoie un rapport au ministère donc en fait, afin de prendre des décisions. Donc, ça peut, en fait, il peut s'agir d'un foyer de filario, je ne sais pas. Donc, le ministère, en tant qu'organe régulatrice, donc, il va pas se charger de prendre des décisions. Donc, ma question, bon, comme monsieur Luc Besançon a fait, bon, en fait, des points surtout concernant la pharmacie, la vente en ligne, en France surtout. Donc, comment est perçu, comment évolue la pharmacovigilance après le post-Covid? Et surtout avec cette question de vente en ligne, comment ça se passe? La pharmacovigilance, donc, c'est une science qui étudie en fait les effets secondaires, la prévention, l'évaluation, la compréhension, donc la détection et le plus important, c'est la prévention. Donc, comment ça s'organise en France après la COVID-19, la Alors, pharmacovigilance? alors, en fait, donc, la Covid-19, on a eu sur la Covid-19 des centres. Alors, en France, on a un réseau de centres de pharmacovigilance qui sont souvent rattachés à les hôpitaux. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la pharmacovigilance, parce que je pense que vous êtes. Je ne sais pas si c'est si pertinent que ça, y compris l'organisation en France. Ce qu'on a vu, c'est qu'on a eu Alors, on a eu une analyse assez poussée sur certaines problématiques. Par exemple, on avait des échanges sur est-ce que les INS étaient positifs ou pas par rapport au cas de Covid. Finalement, on a eu une crainte initiale et puis par la suite, on a vu des résultats assez rassurants parce qu'on n'a pas eu de lien de causalité entre prise d'INS et aggravation. Alors, en tant que telle, la crise Covid n'a pas trop changé l'organisation de la pharmacovigilance. On a eu sans doute un attrait plus important, en tout cas une attention plus particulière au regard en particulier du vaccin Covid, où on a eu beaucoup d'attention sur est-ce que il y a des nouveaux ou des problèmes de pharmacovigilance qui ont été détectés ou pas. Ça relève en dehors un petit peu du champ de NRS. Sur ce qui est des ventes en ligne, en fait, les ventes en ligne sont autorisées en Europe depuis presque 10 ans maintenant. En fait. Donc c'est vrai que la France, on est plutôt très en retard par rapport à nos voisins européens. Si je regarde en Allemagne, on est à plus de 15% du volume total de médicaments qui sont vendus par Internet. En fait. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que finalement, les exigences qui sont faites aux fabricants de médicaments, de prescriptions médicales facultatives, précisent que la notice et les instructions doivent être suffisamment claires pour qu'un patient, en regardant que ça, puisse savoir l'utiliser de façon efficace. On n'a pas pu à ce jour démontrer une augmentation des cas de pharmacovigilance liée à une utilisation ou une augmentation de la vente en ligne. Alors, juste peut-être pour préciser, la vente en ligne que j'ai soulignée, en fait, elle est avant tout sur des produits qui sont hors médicaments, donc principalement du complément alimentaire, de la dermocosmétique, voire parfois de la parapharmacie. Et le médicament, c'est très limité. Pour plusieurs raisons, une part importante du marché en France des médicaments, en fait, est un prix contrôlé par l'État, puisqu'ils sont remboursables. C'est-à-dire que si vous allez acheter du Doliprane en France ou en ligne, finalement, vous aurez payé le même prix. Donc, il n'y a pas un avantage compétitif de se dire je vais regarder en ligne, alors que le complément alimentaire ou les autres produits que j'ai cités, les prix peuvent varier. Donc, ça peut être aussi des enjeux importants. Le deuxième élément, c'est vrai que nos produits, parce qu'ils sont remboursables, une part importante des personnes aussi se le font prescrire par un médecin pour pouvoir se le faire rembourser. Les chiffres que je vous ai montrés, c'était des chiffres de vente de médicaments sans ordonnance, c'est-à-dire de médicaments de prescription médicale facultative qui étaient achetés sans ordonnance. Donc ça veut dire que je ne vous ai pas inclus dedans les gens qui avaient commencé leur parcours ou qui avaient fait un parcours à travers le médecin. Enfin, le troisième élément, c'est que lorsque l'Europe a autorisé la vente en ligne des médicaments, elle a mis en place un système qui a un logo dédié avec un système de vérification pour s'assurer que une pharmacie en ligne on puisse facilement vérifier si la pharmacie en ligne est autorisée. En France, on a à peu près 700 pharmacies qui sont autorisées à vendre en ligne. Ce n'est pas pour autant qu'on a 700 pharmacies qui vendent en ligne, elles pourraient le faire. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au niveau européen, en fait, la moitié du marché
de la vente en ligne en France est faite depuis des pharmacies à l'étranger, en particulier en Belgique et aux Pays-Bas. Donc c'est aussi des acteurs qui sont, dans ce cadre-là, des acteurs avec des fonds privés qui sont non détenus par des pharmaciens, mais dans tous les cas, l'exigence, c'est que pour vendre en ligne des médicaments, il faut que vous ayez une pharmacie réelle, physique, avec un comptoir, même si c'est une part très négligeable pour certains acteurs, cette vente en direct, en présentiel. Et la majorité, voire 99,99% de la vente est réalisée en ligne. Mais cependant, il y a les mêmes exigences en termes réglementaires que les pharmacies dans les pays où elles sont installées. Ok. Bon, et forme Luc. Et en fait, ce que. On a une question dans le chat. Excusez-moi, Ah, ok, ok. On a Junior Chenet-Belton qui nous demande, au regard des nouvelles missions des pharmaciens pendant la période de la COVID-19, comment la formation des patients, comment la formation des pharmaciens serait-elle adaptée par rapport à ce changement? Alors, en fait, ce qu'on a vu, c'est on a plusieurs choses. Sur la vaccination. En fait, la vaccination, elle a commencé par la grippe saisonnière, donc avant la Covid. Donc finalement, les pharmaciens, plus de 70% à peu près des pharmaciens qui étaient déjà diplômés, ont fait une formation qui n'était pas une longue formation, c'était une journée pour l'injection. Une fois que vous savez injecter un vaccin contre la grippe, finalement, le vaccin contre la Covid, c'est exactement la même technique. Il n'y a pas forcément cette nécessité. Donc, la formation pour les pharmaciens qui étaient déjà diplômés, la formation était dans le cadre d'une formation en ligne et en présentiel, une journée qui a été faite par une très grande majorité des pharmaciens. Et puis, tout ça, c'est l'exemple de cet élément-là. Les activités Covid ou tests antigéniques, il y a aussi des formations pour les gens qui étaient présents. Et puis, en plus de ça, maintenant, toutes ces nouvelles missions, où la majorité sont d'ores et déjà reflétées dans les formations initiales des pharmaciens. Donc, c'est-à-dire que la plupart des pharmaciens maintenant, voire la totalité qui vont sortir des facultés de pharmacie, en France, on en a 24 au total, de facultés de pharmacie, eh bien, les pharmaciens seront formés à ces nouvelles missions. Alors, bien évidemment, la difficulté, c'est que chaque année, on peut rajouter des nouvelles missions, donc ce n'est pas forcément toujours le plus simple possible. Et c'est peut-être un des éléments peut-être importants, c'est aussi de se rappeler une chose, c'est que historiquement, toutes les pharmacies avaient les mêmes types de services et de missions qu'elles donnaient. Et puis, de plus en plus, les pharmacies vont un peu se spécialiser en offrant certains services parce que leur population sont demandeurs et aussi parce que le pharmacien trouve ça intéressant. Et donc finalement, on aura une diversité des pharmacies en France. Certaines vont plus se spécialiser peut-être sur l'accompagnement des patients chroniques, d'autres un peu plus sur peut-être l'accompagnement des jeunes mamans, par exemple, parce que dans un territoire de la pharmacie, il y a plus cette problématique et ça fait plus de sens. Aussi, parfois, c'est pour se différencier d'une pharmacie qui est à côté d'une autre pharmacie, de pouvoir se dire, voilà, moi je me spécialise sur ça, que ça va attirer un peu plus de patientèle sur ces sujets. Donc la formation, elle a évolué à travers, d'une part, la formation continue, et comme ces nouvelles missions étaient rémunérées par l'assurance maladie, par l'État, in fine, en fait, pour pouvoir les facturer, il fallait démontrer qu'on avait suivi une formation. Donc on a des organismes de formation qui sont accrédités, qui sont autorisés, qui vous donnent une sorte de certificat pour dire, voilà, j'ai été formé sur tel ou tel nouveau service, que ce soit la vaccination. Donc ça a permis, en fait, parce qu'il y avait un financement de l'État, de pouvoir aussi contrôler ces éléments. Et puis j'ai une deuxième question de la part de Noël Brasier-Blondy sur les ventes de psychotropes. Alors, on a pu voir plusieurs choses. Si vous vous rappelez, je vous avais présenté les chiffres, y compris sur le sommeil et stress. Ce qu'on a vu, c'est qu'on a une augmentation assez importante des ventes de sommeil et stress. Donc là, je parle de produits hors psychotropes, des produits qui peuvent être soit des compléments alimentaires, soit des médicaments qui ont été utilisés et qui ont été utilisés naturellement et qui sont disponibles sans ordonnance. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'on avait une augmentation, pas forcément peut-être des psychotropes, mais de façon plus générale des médicaments à visée psychiatrique liés pas forcément à la Covid, mais plutôt au confinement et à l'organisation générale. C'est vrai que notamment pour les jeunes, mais pas que les jeunes, finalement, cette année de Covid, c'est 2020-2021, a été assez dure puisqu'il y a eu très peu de contacts sociaux et donc il y a eu aussi un isolement qui a été assez difficile à vivre au quotidien. Donc c'est vrai qu'on a pu voir une augmentation de l'ensemble
toutes des activités psychiatriques, y compris pas seulement de la prescription, mais aussi des visites, en tout cas des demandes de visite chez les médecins psychiatres pour justement traiter ou pour essayer de soulager ces différentes personnes qui auraient besoin de ça. Donc on voit sur la partie sans ordonnance, mais on a aussi vu sur la partie avec ordonnance et sur le nombre de consultations chez un médecin psychiatre. Ok. Bon, Femme Luc, et j'ai une question, bon, peut-être la dernière ou Oui. l'avant-dernière. Bon, ça ne concerne pas le sujet, mais en fait, dans mes recherches, j'avais vu que et, le centre et le groupe NERES, parfois, ça offre des stages. Est-ce que ces stages-là sont dans votre politique, est-ce que c'est multiculturel? Est-ce que un étranger ou des étudiants étrangers peuvent postuler? En fait, c'est hors sujet, mais quand même. Je réponds à toutes les questions. Alors, en fait, Étant donné que c'est une plateforme et c'est une plateforme d'échange d'opportunités, donc. Alors en fait, ce que nous on a fait, c'est donc notre association, notre syndicat professionnel, en fait a un accord de collaboration avec l'association des pharmaciens français, donc l'association des étudiants en pharmacie français, pardon, ce qui s'appelle la NEPF. Et donc c'est à travers cette association qu'on essaye chaque année d'accueillir un étudiant en pharmacie qui étudie dans une faculté française pour pouvoir faire un stage en général sur soit une problématique liée à des activités réglementaires, donc c'est aussi pour ça que c'est important de savoir quel est le cadre réglementaire français ou du médicament et ou du complément alimentaire et ou du dispositif médical, ou sinon c'est en termes d'affaires publiques et de communication. Donc là, on est à notre deuxième stagiaire qui nous qu'on accueille, on essaie d'accueillir les stagiaires de façon positive. Et en fait, la NEPF, l'association des étudiants en pharmacie de France, fait une présélection pour nous de candidats. Donc c'est vrai que nous, notre objectif dans ce cadre-là, c'est justement de pouvoir offrir un cadre pertinent pour les stagiaires que l'on accueille. Donc, si un Haïtien étudie en faculté de pharmacie, il n'y a pas de problème. En France, c'est vrai que le cadre réglementaire, je pense, en Haïti et en France étant assez différent, ça risque d'être plus compliqué par rapport à ça. Par contre, je sais que la FIP fait régulièrement ou offre aussi des stages, et dans ce cadre-là, a plus souvent une approche beaucoup plus mondiale que NERES. C'est vrai que nous, comme NERES, on est uniquement sur la France. On essaye plutôt d'utiliser et de permettre le développement de personnes qui pourront être présentes. Et puis je voudrais éviter de voler des jeunes pharmaciens haïtiens alors même que Haïti peut-être n'a pas assez de pharmaciens, c'est ce que j'ai cru entendre. D'accord. Ah ben, je pense, et Muralda, tu as d'autres choses à ajouter? Ben, je pense que ce sera le dernier mot. Je tiens à vous remercier, les pharmaciens de Bogota. Ça a été un plaisir d'être avec vous cet après-midi et de pouvoir échanger autour de ce beau sujet. Et j'ai appris pas mal de choses. Merci, je vous en remercie particulièrement. Et je pense que le public a appris de nouvelles choses, surtout sur le système pharmaceutique en France. Donc, du coup, je vous en remercie et merci à tous nos invités qui ont pris part. Et c'était un ingénieur chez Nadelton, merci. Et merci à tous nos collègues pharmaciens qui ont été là avec nous. Merci à tous, en tout cas, déjà de cette invitation. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Et le monde de la pharmacie étant assez petit, il est possible qu'on se retrouve à Paris ou ailleurs. En tout cas, très bonne journée à tous. En tout cas, on va se voir en septembre. Allez, au revoir. Bon dimanche à tous.